Monsieur le recteur, cher Caligoro-Conti, Madame la présidente de l'École des sciences humaines et sociales, Madame la représentante des personnels, Monsieur le représentant des étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, comme l'on dit, en vous remerciant du fond du cœur pour la distinction, l'honneur qui m'est fait, en fait, à travers moi, à un journal, à une équipe, celle de Mediapart, et à une profession, le journalisme, qui travaille dans les misères du présent, au service du public, pour apporter des informations, afin que nous soyons libres et autonomes. Je voudrais surtout saluer le risque que vous avez pris, au fond, de distinguer un ferment de désordre, de distinguer une profession qui prétend, comme le disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie plutôt que caresser dans le sens du poil, et un métier qui considère qu'une information, c'est ce que les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques, ne veulent pas que l'on sache, et qui pense qu'au contraire, tout le reste n'est que de la communication. J'ai évidemment hésité quelques dixièmes de seconde quand vous m'avez appelé, car à Mediapart, et ça ne vous surprendra pas, nous avons comme principe que notre indépendance suppose de ne pas recevoir de décorations, de médailles venues du pouvoir étatique, du pouvoir politique, ou de distinctions venues des pouvoirs économiques. Évidemment, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. J'ai coutume de dire que les journalistes ont en commun avec les enseignants d'être des passeurs de savoir. Il y a les savoirs académiques et il y a les savoirs qui concernent notre présent, lequel est encombré de passé. Nous avons en commun d'essayer d'instituer, comme dit ce beau mot d'instituteur, ce qui permet à une société de créer du bien commun. C'est une vieille formule de Jules Michelet dans Le Peuple, quand il pose cette question, quelle est la première partie de la politique, entendue non pas comme une médiocrité de concurrence ou de compétition, mais comme un bien commun, comme une cause commune, comme un intérêt général. Quelle est la première partie de la politique, demandait Michelet? L'éducation. Quelle est la deuxième? L'éducation. Quelle est la troisième? L'éducation. Et donc, cette distinction relève de cette gratuité de ce qui n'a pas de prix, justement, le savoir, son partage, sa circulation. Et l'autre raison évidente, c'est que dans mon parcours que vous avez rappelé, j'ai toujours eu une tendresse pour ces petites nations qui peuvent souvent en remontrer par leur dynamisme, par leur élégance, aux grandes nations prétentieuses. Donc merci du fond du cœur. Il ne va pas de soi que le journalisme rentre à l'université. Ce fut même assez difficile. En 1903, un milliardaire qui avait fait fortune en ne faisant que du journalisme, un immigré européen arrivé aux États-Unis, et le nom est aujourd'hui connu puisque c'est le nom d'un prix universel, le prix Pulitzer. Joseph Pulitzer, donc, dut prendre sa plume, ou plutôt dicter, car il était à cet âge-là aveugle, pour convaincre les autorités un peu notabilisées de l'université de Columbia à New York, de créer la première école de journalisme. Et donc, il écrivit un texte sur le journalisme où il essaya de défendre justement ce que devait transmettre une école de journalisme au-delà des tours de main du métier. Ces principes, ces valeurs, ces références qui permettront plus tard à de jeunes qui épousent ce métier de tenir bon dans la tempête, de résister aux tentations, de se battre au service du public. Et voici donc ce que disait, entre autres, Pulitzer. Mettant en garde les journalistes, et pourtant il avait fait fortune en faisant ce métier, sur la folie de l'accumulation de l'argent, au point d'ajouter ceci:
La certitude qu'un journaliste de bonne réputation refuserait de diriger un journal représentant des intérêts privés opposés au bien public suffirait à elle seule à décourager une telle entreprise. Bref, il encourageait notre profession à résister aux tentations et aux facilités en ne se souciant que de l'esprit public face aux dangers, disait-il, et ils sont toujours actuels, de la plutocratie et de la démagogie. Je cite ces lignes parce qu'elles nous rappellent qu'au fond, l'information qui est au cœur de notre thème ce soir n'est pas une marchandise comme les autres. Nous savons tous que la vraie garantie d'indépendance d'un média, c'est sa rentabilité, c'est qu'en effet, seuls nos lecteurs puissent nous acheter. Mais en le sachant, nous devons nous dire que ce que nous produisons et que nous demandons au public de bien vouloir acheter n'est pas une marchandise comme les autres, n'est pas une marchandise interchangeable. Ce que nous produisons est au cœur d'un enjeu démocratique essentiel. C'est ce que j'ai nommé le droit de savoir, préférant cette formulation à celle de liberté de la presse, car nous sommes à l'ère du numérique, qui est celle du partage, qui est celle où les professionnels ne sont plus dans une citadelle face aux citoyens, qui est celle donc où ce droit de savoir est une bataille commune entre les professionnels de l'information et les lanceurs d'alerte que vous avez cités vous-même, monsieur le recteur, et les citoyens qui, par leur expérience, sont en possession de ces informations. Le droit de savoir comme enjeu fondamental avant même la conquête du droit de vote, avant même que le droit de vote soit réellement, potentiellement universel. Dieu sait si la moitié de l'humanité l'a attendu longtemps dans nos contrées, les femmes. Le droit de vote, le droit de savoir, qui, par exemple, au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, dans la dynamique de la révolution démocratique parlementaire britannique, est au cœur de ce slogan « Open the books », ouvrez les livres. Nous voulons d'abord, nous, savoir aux communes ce que vous faites de l'argent public. Ouvrez les livres, l'argent public, son usage doit être public. Ce droit de savoir qui est résumé d'une formule lumineuse et extraordinairement moderne par celui qui fut le premier président du tiers-État en 1789, pendant la Révolution française, et le premier maire de Paris, Bailly, et qui dit « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple ». Il n'y avait même pas de suffrage. Il fallait d'abord la publicité de la vie politique, pour que le peuple sache ce que l'on fait en son nom. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Révolution française fut une révolution du journal, y compris avec un bouillonnement qui peut nous faire penser à ce bouillonnement d'Internet qui fait peur au pouvoir installé, parce que bien sûr, il a des excès. Mais les nouvelles à la main qui, autour du Palais Royal, étaient recopiées à partir de 1789, pas seulement la presse imprimée qui coûtait cher, étaient pleines, bien sûr, du meilleur, les débats, les inventions, les audaces des assemblées révolutionnaires, mais aussi le pire, les rumeurs sur la reine scélérate, les bruits de la cour, et finalement le meilleur à chasser le pire. Ce droit de savoir qui est au cœur, et nous commençons à approcher notre thème de ce soir, du premier amendement de la Constitution américaine de 1791, qui, ne l'oubliez jamais, lie 3 droits fondamentaux, 3 libertés fondamentales, en disant que le Congrès n'a pas le droit de faire de loi contre ces droits fondamentaux. Et c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Quels sont ces droits fondamentaux? La liberté de la presse, l'exercice de cette libre expression et de ce droit de savoir, certes, mais aussi, et nous rejoignons nos temps d'inquiétude et de tentatives de régression, la liberté de réunion,
le droit de s'assembler, le droit de manifester pour défendre ses causes, pour les partager, pour les populariser, et aussi la liberté de croyance, la liberté d'avoir aussi l'opinion de sa croyance, car la croyance, si l'on ne croit pas en Dieu, est une opinion faite par les hommes. Les croyants pensent qu'elle est liée à Dieu, mais si l'on ne croit pas, l'on doit aussi respecter les croyances. Vous avez cité Tocqueville tout à l'heure. Or, Tocqueville, dans son étude, et Dieu sait si Tocqueville n'était pas un radical, un révolutionnaire, dans son étude du bouillonnement révolutionnaire, démocratique de la Révolution américaine, dit à un moment une mise en garde qui nous concerne. Il dit, tout cela est bien beau, mais attention, il est possible que les démocraties électives tournent à ce qu'il appelle, dans une vision presque prophétique, à des tyrannies douces. Où, dit-il, le peuple sort de sa servitude tous les 5 ou tous les 7 ans pour choisir son maître et ensuite y retourne. Cette expression, cette formulation de Tocqueville souligne que la démocratie, et cet enjeu est devant nous, il n'est pas derrière nous. Nous ne l'avons pas conquis de manière définitive, ici même, que la démocratie est un système complexe, qu'elle ne se ramène pas au fait de choisir des représentants, qu'elle est un équilibre de pouvoir, de contre-pouvoir, qu'elle est un écosystème où il y a justement une dynamique qui crée quelque chose qui va au-delà des institutions représentatives, une culture démocratique, celle qui fait que nous partagerons des indignations communes, celle que nous épouserons des règles communes, que nous aurons des réflexes communs, et que justement la démocratie, au-delà de nos sensibilités partisanes, ne serait pas la guerre de tous contre tous. Je dis cela parce qu'au cœur de ce que j'ai essayé de théoriser ces dernières années, à partir de l'expérience de Mediapart, et dans le contexte de la révolution numérique, c'est cette idée qu'il y a des vérités plus fragiles et plus essentielles que d'autres. Nous sommes habitués dans ce moment où nous avons tous conquis, grâce à la technologie, cette possibilité d'exprimer directement nos opinions, nos points de vue, nos convictions sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des blogs. Nous sommes habitués à cette idée de se dire que les premières vérités sont nos vérités d'opinion, sont nos vérités de conviction. Une philosophe, dans les années 60, et ce n'est pas non plus n'importe laquelle, c'est l'auteur des origines du totalitarisme, Hannah Arendt, donc qui nous pose cette question dans une réflexion à comment notre continent a pu être le continent le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, comment notre continent a pu faire surgir la barbarie au cœur de la civilisation et de la modernité, la barbarie au cœur de la culture, comment le fait d'être des sociétés éduquées n'a pas empêché le crime contre l'humanité. Elle nous dit, bien sûr qu'il y a ces vérités d'opinion, mais il y en a d'autres qu'elle appelle au pluriel avec un petit v les vérités de fait, qui concernent le présent, lequel est encombré de passé. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous met en garde. Elle dit ces vérités sont les vérités politiquement les plus importantes, tant la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et c'est là où elle rappelle, les journalistes que nous sommes, sous toutes les latitudes, vous l'avez dit, Madame la Présidente, le savent d'expériences douloureuses, combien l'histoire contemporaine est pleine d'exemples où les diseurs de vérité de fait ont passé pour plus dangereux et même plus hostiles que les opposants politiques, que les opposants d'opinion. Il faut bien
réfléchir dans notre contexte actuel à ce que nous dit cette mise en garde. Si, dans ce moment où, au fond, l'univers de l'information en continu, des médias en continu, permet ce débat d'opinion permanent, de talk-show en talk-show, de forum en forum, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, de blablabla en blablabla, il faut entendre ce qui nous est dit là. Si nous nous laissons aller à une apparente démocratie d'opinion, où ce ne serait que simplement mon opinion contre la tienne, et donc très vite ma conviction contre la tienne, ma croyance contre ta croyance, mon préjugé contre ton préjugé, mon identité, et ainsi de suite. Car ces vérités d'opinion, il y en a de raisonnables et de déraisonnables, de folles et de pertinentes. En d'autres termes, si nous nous laissons aller à croire qu'une démocratie vivante n'est que le débat d'opinion sans préserver, sans sauver, sans veiller à l'intégrité, à la pluralité, à la loyauté, au dynamisme des vérités de fait qui dérangent, qui bousculent, qui permettent de faire mouvement, qui réveillent, eh bien, nous risquons la guerre de tous contre tous. La guerre de mes préjugés, la guerre de mes identités, la guerre de mes croyances contre celles des autres. Et donc nous avons là un enjeu décisif qui va au-delà de simplement sortir des scoops qui réveillent des démocraties. Vous avez cité l'affaire Cahuzac, c'est un exemple pour nous, au fond, rassurant. Nous sommes des apporteurs de mauvaises nouvelles et pour une fois, nous avons aidé à réformer. Nous avons créé, parce que la vérité que nous avions mise au jour était niée, et était niée y compris par le système dominant médiatique, le choc de sa confirmation finale a débloqué des réalités. Il n'y avait pas de parquet financier en France jusqu'à l'affaire Cahuzac. Il n'y avait pas de haute autorité sur la transparence de la vie publique jusqu'à l'affaire Cahuzac. Il n'y avait pas de lutte réelle contre l'évasion fiscale et la richesse détournée des nations. Et aujourd'hui, il y a des milliards qui régulièrement rentrent dans les caisses du ministère des Finances. Et donc, cet événement qui est au cœur de notre défi professionnel, une nouvelle qui, au fond, provoque un choc, un déplacement qui fait réfléchir, cet événement n'est pas le seul enjeu. L'enjeu, c'est de sauver cette pluralité, cette intégrité, cette indépendance de la production d'informations. Ce fait qu'il y ait divers agendas qui se confrontent, qu'il y ait des hiérarchies différentes d'informations, et que l'information, c'est-à-dire les vérités de fait, soit au cœur du débat public. Vous le voyez bien, y compris par rapport aux événements tragiques qui nous ont frappés. Il nous faut comprendre pour combattre. Nous ne pouvons pas faire l'éloge de l'ignorance, comme certains politiques ont été tentés de le faire. Et dans ce lieu d'éducation, nous savons tous qu'il faut même comprendre le mal, comprendre ce qui nous fait peur, non pas pour l'excuser, mais pour y faire face. Ni rire ni pleurer, disait Spinoza, comprendre. Et donc, nous devons, dans ce contexte-là, et c'est le sens de cette dialectique entre la liberté de dire et le droit de savoir, nous devons parier sur la liberté. Nous devons parier sur sa dynamique, sur sa potentialité à élever, à tirer vers le haut. Nous devons parier sur cette protection de la liberté, plus que celle que pourraient nous apporter des pouvoirs économiques ou des puissances étatiques. Il nous faut parier sur ce bouillonnement, sur son inventivité, et nous l'avons vu avec la musique tout à l'heure, sur sa créativité, sur ces nouvelles alliances que permet la révolution numérique entre citoyens et professionnels. Il nous faut parier sur le fait, et c'est le sens de ce que vous avez distingué à travers Mediapart, comme laboratoire permettant de confirmer des hypothèses, que cette révolution technologique n'est pas
fatale dans ce qu'elle pourrait forcément créer. Non, il n'est pas fatal que nous soyons dans l'oubli et dans l'information en continu, où aujourd'hui efface hier et sera effacé par demain. Il n'est pas fatal que nous soyons prisonniers comme des lapins pris dans les phares d'un présent omniprésent qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de créer des discordances des temps, d'aller aux causes pour pouvoir inventer des solutions. Mediapart est un journal qui fait toutes sortes de formats et non pas des formats courts, est un journal qui fait 3 éditions par jour, comme le faisait la vieille presse dans le passé, imprimée, est un journal qui n'est pas en flux continu, est un journal qui publie des articles très longs, est un journal qui publie des dossiers. Le lien hypertexte qui est au cœur de la révolution numérique permet d'inventer une information plus durable, plus documentée, plus participative, plus corrigée, plus rectifiée, plus justifiée, créant plus de confiance. Je dis tout cela avec un peu de passion parce que nous sommes mis à rude épreuve, et vous y avez fait allusion. Bien sûr qu'il y a des menaces sécuritaires, des drames, dont les causes, nous le savons, sont géopolitiques, sont internationales, et nous avons le droit de les interroger, y compris d'interroger la responsabilité de nos propres actions étatiques dans l'engrenage de ces causes. Il suffit de se rappeler la guerre d'Irak, née d'un mensonge d'État, devenu mensonge médiatique, qui a provoqué l'invasion d'un pays souverain qui n'avait aucun lien avec les auteurs des attentats du 11 septembre, destruction de l'État irakien, brutalisation immense de la société irakienne dont est né ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est-à-dire Daesh, son idéologie totalitaire, dont le laboratoire, vous le savez, est l'Arabie saoudite. Alors, nous avons ces menaces, mais nous sommes pris entre deux feux. Il y a ces menaces qui nous frappent, qui nous plongent dans l'émotion et dans la tentation de la peur. Et il y a aussi ceux qui utilisent ces menaces, qui sont les tenants de la politique de la peur, qui nous disent « ayez peur et je m'occupe du reste », et qui, du coup, utilisent ces menaces dans ce moment de transition, de trouble, pour créer une régression démocratique, pour que nous acceptions, au fond, de renoncer de façon illusoire à beaucoup de nos libertés pour un peu de sécurité. Et nous savons depuis très longtemps, et Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, le rappelait, un peuple qui accepte de céder de sa liberté au prétexte de la sécurité perdra au final sur les 2 tableaux. Nous le savons sur le terrain de la liberté de dire. Dans mon pays, depuis 2014, depuis 2 ans, bien avant les attentats de 2015, des opinions ont été retirées de la liberté de la presse, de la loi garantissant la liberté d'expression, la grande loi républicaine de 1881. Aujourd'hui, si j'ai une parole provocatrice, malencontreuse, sur le terrain sécuritaire, même si elle n'est pas accompagnée de faits, je suis passible de prison, et de prison ferme. Des condamnations sont tombées dans le contexte récent. Et vous voyez bien que demain, une telle disposition tombant dans les mains d'autres gouvernants plus autoritaires, définissant ce qui est à leurs yeux politiquement correct, vous voyez bien que nous sommes sur une pente plus que glissante. Vous voyez bien que la liberté de dire est mise en cause quand l'on passe, je rappelais le premier amendement américain, à quelque chose que le combat démocratique a mis très longtemps, ici même, comme dans tous les pays européens au XIXe siècle, à imposer, mettre fin aux autorisations préalables, dire que nous avons le droit d'exprimer des opinions, donc de manifester, donc de nous réunir, et que ce n'est pas au pouvoir de nous autoriser à être nous-mêmes des citoyens assemblés ou des citoyens protestants. Et aujourd'hui, l'autorisation préalable est de retour.
Et vous voyez bien qu'à partir du moment où l'autorisation préalable est de retour, qui est victime? Eh bien, ceux qui inventent des futurs. Nous sommes ici en terre de très longs combats ouvriers et populaires. Quand les ouvriers ont commencé à dire qu'il ne fallait pas qu'on parle en leur nom, qu'ils voulaient s'assembler eux-mêmes, créer leurs propres organisations, avoir leurs propres représentants, ils n'étaient peut-être pas minoritaires quantitativement, mais ils étaient minoritaires politiquement. Et donc, c'est comme ça que se conquièrent des droits. Quand les évidences pour les majorités installées, qui, elles, n'ont plus rien à perdre, elles sont déjà là, elles en profitent, sont bousculées. Et mon exemple pour les ouvriers vaut évidemment pour les femmes, qui ont dû à un moment dire « mais nous voulons être entre nous, nous voulons défendre nos causes », que l'on ne parle plus en notre nom, imposer notre agenda. C'est aujourd'hui en partie, et elle est encore fragile, une évidence. Et vous voyez bien que ce que je dis vaut aussi pour bien d'autres communautés, d'autres minorités et d'autres combats qui font du commun, font du nous, à partir de l'expérience des dominations que peuvent subir des minorités dans nos sociétés profondément multiculturelles, dans nos sociétés dont la richesse fut faite par tous ceux et toutes celles que nous avons appelés à venir la créer par les mouvements migratoires, d'abord au sein même de l'Europe, les Belges sont venus en France, et évidemment dans les nations sur lesquelles nous nous sommes projetés. Alors la liberté de dire est mise en cause, et en même temps qu'elle est mise en cause, et si nous n'y prenons garde, c'est notre droit de savoir qui va régresser. Nous le voyons bien alors que nous sommes à l'heure du big data, nous sommes à l'heure où des universitaires peuvent partager leurs cours, où l'université populaire permanente peut se faire sur le numérique. Eh bien, des verrous sont construits. On nous oppose le renversement des secrets étatiques, des secrets défense. On étend le champ des secrets défense, y compris à des lieux, y compris à des entreprises. On nous oppose, et c'est au cœur d'un débat européen qui concerne tous les élus au Parlement européen, d'étendre un secret des affaires, alors que nous voyons bien, face à d'immenses oligopoles, face à des entreprises qui sont des puissances parfois plus fortes que les États eux-mêmes, combien ce secret des affaires peut masquer des questions d'intérêt public. En clair, une régression par rapport à ce principe fondamental de la liberté d'expression. Bien sûr que je peux, dans ma liberté d'expression ou dans mon travail de journaliste, je peux sortir des clous, mais je n'en rendrai compte que dans le cadre d'une loi qui la protège. Et que dit cette loi? Elle dit, est-ce que c'était d'intérêt public? Est-ce que c'était au service du public? Est-ce que c'était nécessaire? Et c'est seulement le juge qui en sera l'arbitre, et non pas soit la puissance privée, soit la puissance publique. Enfin, pour le droit de savoir, et je m'arrêterai là, vous le savez bien, quels que soient leurs itinéraires personnels, une fois que nous ne serons plus de ce monde, on se souviendra de Julian Assange, de Bradley devenu Chelsea Manning et d'Edward Snowden. On s'en souviendra comme des jeunes issus de la révolution numérique, informaticiens, programmeurs, hackers, activistes du numérique, qui ont pris leurs risques et qui l'ont pris pacifiquement, en se disant que face à des puissances soit étatiques, soit économiques, sans frontières, eh bien, il fallait inventer des stratégies du faible au fort. Il fallait les bombarder d'informations, un peu comme dans les fables on dit que le roi est nu, le fou du roi qui montre que le roi est nu et qui le montre à tout le public dans les charivaris de nos périodes anciennes et qui, du coup, permet au public de se dire « eh bien, c'est un individu comme nous ». Il est fait du même matériau, il n'est pas au-dessus, il n'est pas divin, et nous pouvons, du coup, être des citoyens à part entière. Aujourd'hui, ils sont tous les trois, d'une manière ou d'une autre, l'un en exil forcé en Russie, l'autre coincé dans un appartement qui n'a même pas de cour pour voir le jour et se promener, et l'autre dans une prison
alors qu'il a été arrêté, elle a été arrêtée, elle avait 21 ans. Ces jeunes se sont battus pour notre droit public. Tous les États européens ont vu l'apport des informations d'Edward Snowden. Tous ont réfléchi à leur sécurité et à leur protection. Et donc, ce sont aujourd'hui ces activistes, lanceurs d'alerte, des héros de ce dont nous parlons ce soir, de ce droit de savoir imbriqué à notre liberté de dire. Je conclus. Nous vivons des temps de confusion, des temps de doute, des temps d'hésitation. Dans ces moments-là, personne n'a la boussole à lui seul. Aucune formation politique ne peut prétendre avoir le programme qui trouvera toutes les solutions. Aucun homme ou femme providentiel, les femmes ne se voient pas comme providentielles, aucun homme providentiel dans notre monde machiste, aucun homme providentiel ne peut à lui tout seul avoir la solution. Donc nous n'avons qu'un levier pour trouver le chemin, pour dissiper le brouillard. C'est celui de notre délibération collective. C'est celui de cette horizontalité démocratique. Et nous ne pourrons le trouver que si nous sommes du côté de la raison, du côté de cet échange raisonné d'arguments fondés sur des vérités de fait, sur des savoirs académiques et sur ces savoirs sur le présent par rapport à l'opacité des pouvoirs. C'est cela ce que je voulais dire en disant qu'il faut parier sur la liberté. L'excès de liberté, les troubles de la liberté ne seront jamais aussi dangereux que des régressions de la liberté, que des répressions de la liberté, que des sanctions de la liberté. Derrière ce propos, il n'y a pas que la question professionnelle du journalisme, la question démocratique. Il y a ce qui est au cœur de l'idéal démocratique et qui est la question sociale. Et votre université en témoigne dans cette terre qui a vécu les heures glorieuses d'une révolution industrielle, puis sa crise. C'est quoi la promesse démocratique? C'est le n'importe qui, sans privilège de naissance, de conditions, d'origine, de fortune, de diplôme, l'autodidaxie, la formation permanente. J'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit de faire mon chemin, j'ai le droit d'avoir des droits, j'ai le droit d'en inventer de nouveaux. Et j'ai cité les combats du monde ouvrier ou les combats des femmes et les combats de minorités religieuses, de minorités d'identité, d'origine contre les discriminations. Inventer de nouveaux droits, créer de nouveaux droits. Et derrière, évidemment, cette question sociale. Le journal Mediapart, le journal en ligne Mediapart, est près de la place de la Bastille à Paris. Dans l'imaginaire, la Bastille fait penser à la Révolution de 1789, mais il n'y en a aucune trace. En revanche, il y a une colonne au milieu de cette place dont on oublie quelle est la colonne de juillet, des journées du 27, 28 et 29 juillet 1830. Les Trois Glorieuses. Dans la crypte qui est en dessous de cette colonne, il y a 500 dépouilles de ceux qui sont venus du faubourg. À l'époque, c'était un faubourg hors les murs. Du faubourg, d'où sont nées toutes les révoltes populaires qui ont inventé l'exigence de république démocratique et sociale en France. Ce quartier ouvrier, d'employés et d'artisans du faubourg Saint-Antoine. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pour la liberté de la presse. Ils sont morts contre les ordonnances de Charles X qui, sous la Restauration, voulaient restreindre ce droit fondamental. Ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas les droits sociaux, ils n'avaient pas le temps de travail. Le travail des enfants existait encore et ils sont morts pour avoir le droit de savoir. Alors, en cadeau, pour nous donner force pour faire face à tous les défis qui nous attendent, ces lignes qu'écrit celui qui a accompagné, y compris en exil, en passant par ici, en Belgique, avec, si j'ai bien compris, quelques lignes désagréables sur le beffroi de Mons, je parle de Victor Hugo, celui qui a accompagné tout cela et qui, dans Les Misérables,
écrit ces lignes à l'enseigne de Gavroche, ce gamin des rues parisiennes qui tempête, qui rigole, qui résiste, qui brave, et dont j'aime penser qu'il a figure comme le logo de Mediapart, de crieurs de journaux, de sonneurs de tocsins et de lanceurs d'alerte. Voici ce qu'écrit Victor Hugo dans Les Misérables. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. C'est à nous maintenant, chers amis. Merci.